Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro de votre émission Week Echo, la tribune qui décortique l'actualité socio-économique de la semaine. Au menu ce dimanche, plus besoin de le rappeler, c'est aujourd'hui que la communauté musulmane du Bénin célèbre la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, le moment de sacrifier à la tradition en immolant des bêtes en vue de se conformer aux prescriptions de la religion musulmane. Mais s'il est vrai que c'est un devoir pour le musulman, il n'en demeure pas moins qu'il faut disposer de moyens financiers pour l'accomplissement de ce sacrifice. L'économie de la Tabaski, on en parle dans le dossier de la semaine. Mais avant, on va décrypter. Oui, le décryptage s'intéresse ce jour aux professionnels des médias, à leurs conditions de travail et surtout aux défis liés à la survie de leurs organes de presse. Face à un secteur des médias instable, la viabilité des organes de presse devient un enjeu de survie pour les journalistes. Avec deux éminents confrères, nous tenterons de faire le diagnostic et de poser les bases indispensables pour asseoir une durabilité des organes de presse au Bénin. C'est donc parti pour ce nouveau numéro de Week Echo et le premier arrêt, c'est le mini-journal, une signature de Nardège Omolade Sané. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Plusieurs jeunes activistes béninois militent pour rendre notre environnement sain et agréable. À travers une marche sportive sur plusieurs kilomètres, ils ont débarrassé la ville des déchets plastiques. Une activité qui a bénéficié du soutien des autorités politico-administratives. Ramatou Lawani, Judith Tossa. Ces jeunes ramassent les sachets plastiques le long de quelques artères de la ville de Cotonou. Du tribunal de première instance de Cotonou, en passant par Kadjeou pour échouer à la place Bulgarie, ils veulent participer à assainir la ville. Leur leitmotiv, l'éradication des sachets plastiques. Ce que nous voulons dire à nos populations, c'est que nous le faisons pour nous. Nous ne rendons pas nos quartiers propres pour quelqu'un. Nous le faisons parce que nous avons besoin de vivre dans un environnement propre. Ce qui reste maintenant pour que les choses démarrent, c'est vraiment la répression. Une répression qui sera bientôt effective à travers l'application des peines prévues par les lois sur l'utilisation, la production et la commercialisation des sachets plastiques. Il y a des lois qui interdisent l'usage des sachets plastiques. Il y a des lois qui punissent de peine pénale, disons, l'usage de ces sachets plastiques-là. Avant de commencer à appliquer dans toute leur rigueur ces lois, il était important pour moi de m'associer à cette initiative. Nous ne sommes pas, bien évidemment, que dans une action de répression. Nous sommes également dans la sensibilisation, nous sommes dans l'éducation de nos citoyens. Répression, sensibilisation et éducation sont donc les armes déployées pour garder les rues de Cotonou propres. Il ne faut pas attendre seulement le 1er août ou lorsque des personnalités étrangères arrivent dans notre pays pour rendre notre cadre salubre. L'assainissement de notre cadre de vie, il est déterminant pour notre vie, pour la qualité de notre vie. Fini les sachets plastiques. Cela est possible à travers l'adoption de comportements sains qui préservent l'environnement. C'est une règle de se faire vacciner avant de mettre pied sur un territoire étranger. Le type de vaccin varie selon le pays qu'on doit visiter. À l'instar des autres citoyens du monde, les Béninois aussi se font vacciner avant leur voyage. Samson Thiomo, Oseni Adelke. Le centre de santé Cotonou 1 pris d'assaut très tôt. Nous sommes ici au service de vaccination internationale. Ces hommes et femmes attendent leur tour pour se faire vacciner. Je suis venue aujourd'hui pour me vacciner pour aller passer des vacances chez mon père en Côte d'Ivoire. Je suis venue me vacciner pour la fièvre jaune, pour un voyage au Ghana.
Ça s'est très bien passé, tout s'est bien passé. Il faut absolument venir ici pour se vacciner parce qu'il faut qu'on soit en bonne santé pour nous-mêmes, mais aussi pour protéger ceux de l'extérieur qu'on veut aller voir. Il se conforme ainsi aux exigences du règlement sanitaire international qui voudrait que toute personne désireuse de se rendre à l'étranger se fasse vacciner. La vaccination internationale, comme toute vaccination, elle est importante en ce sens que, comme je l'ai dit, c'est pour la prévention des maladies, pour qu'en cas de contact avec les agents pathogènes de la maladie donnée, qu'on ne développe pas cette maladie. Donc, il faudrait que la population sache qu'il faut faire la vaccination au moins 2 semaines avant de voyager. Ce n'est pas au dernier moment qu'on fait la vaccination pour voyager parce que nous savons que les maladies se transmettent de par beaucoup de voies et quand on est en train de voyager un peu partout, on ne sait pas ce que l'autre a comme maladie. Il y a beaucoup de brassage lors des voyages. Il peut y avoir beaucoup de transmission de virus, d'agents pathogènes et on peut développer une maladie. La vaccination est donc le meilleur moyen pour être immunisé contre les maladies infectieuses et virales. En se faisant vacciner, on se protège contre les maladies graves tout en réduisant le risque pour sa famille et la communauté d'accueil. Il existe différents types de vaccins en fonction du pays de destination. Si quelqu'un veut voyager, de mettre en tête qu'il y a déjà les vaccins pour se faire voyager. Quels sont les vaccins? Le vaccin primordial, c'est le vaccin contre la fièvre jaune. Certains pays comme le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, qui exigent le vaccin contre la méningite. Par contre, il y a certains vaccins que nous faisons, comme l'hépatite, rubéole, c'est-à-dire contre l'oreillon, et certains vaccins qui se font aussi dans notre poste. Le vaccin primordial, c'est la fièvre jaune. C'est ça surtout. Là, sans la fièvre jaune, on ne peut pas aller dans un autre pays. Mais il y a certains pays de Nord-Afrique qui exigent la méningite pour éviter la contamination, l'épidémie, surtout pendant ce temps. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les doses inoculées diffèrent selon l'âge. La vaccination n'exige aucune modification du mode de vie. La place du souvenir a vibré au son de 1001 sonorités. Une centaine de choristes y ont chanté en chœur. Ils ont offert une variété de notes musicales pour se faire connaître et faire connaître au public l'un de leurs meilleurs atouts qu'est la voix. Calvador Awanou, Patrick Adjagoudjou. Au pied du monument des martyrs du 16 janvier 1977, des voix s'élèvent en chœur. C'est une dédicace en notes musicales. Des choristes chantent en polyphonie et à l'unisson. Pour moi, le chant choral est une passion. Je l'ai commencé il y a bien des années, depuis toute petite. C'était ma passion d'être dans une chorale. Et après la chorale, au fil des années, je me suis intéressée à un chœur que j'ai intégré, qui est le chœur Harmonie du Bénin. Harmonie, c'est le nom de cette chorale dont les instruments de musique et les voix s'harmonisent. Ici, la voix est le meilleur atout pour réussir le chant choral. Déjà, le chant choral, ça vous apprend à être plus organisé. Parce que vous voyez, il y a un maître qui est devant et qui dirige. Et une seule seconde d'inattention fait que vous faussez tout. Donc ça apprend à être plus discipliné en fait. Le chant choral se permet en fait de mettre sur différents types de chants des harmonies pour rendre le chant bien plus intéressant. Ici, c'est un groupe de chœurs mixtes assemblant des voix aiguës et des voix graves. Vocalise. Pour être un bon choriste et savoir tenir en haleine un public, la disponibilité est l'une des exigences à respecter.
tant que tu n'as pas la disponibilité, tu ne peux pas être dans une chorale ou bien dans un chœur. C'est le plus grand problème que beaucoup de choristes rencontrent souvent, la disponibilité. Parce que sans ça, tu ne peux pas t'exercer, maîtriser, apprendre les chants au fur et à mesure. Et aussi, on fait attention à notre voix, on ne boit pas trop frais, on ne boit pas trop chaud non plus. Ce concert des chœurs vocalistes et harmonies offre aux passionnés du chant et des belles mélodies la possibilité de joindre leur voix à une chorale pour avoir une tessiture vocale à la fois unique et sublime. C'est la fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. Week Echo continue avec Ulvaeus Balogun. Merci pour ce retour sur l'actualité de la semaine. Vous l'avez compris, c'était Nadège Omolade Sani qui était à la manette et on la retrouve certainement dimanche prochain. Et nous ici, on poursuit avec Week Echo et sans plus tarder, c'est la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Week Echo. Sur le plan économique, le Bénin est une économie performante, confirme Bloomfield. L'information est à lire dans les colonnes du journal Bénin Intelligent. L'agence régionale a procédé à la première notation financière en monnaie locale de l'État du Bénin. Elle lui attribue la note à 2, une notation qui s'appuie sur les performances économiques du Bénin avec un taux de croissance économique en accélération depuis 2016. Sur le plan de l'éducation, le même journal nous informe que les enseignants reversés en ACE en 2008 seront évalués le 24 août prochain. Fraternité du jeudi 8 août parle plutôt d'un jour de vérité et nous informe que les absents sont menacés de radiation. Sur le lac Aimé, c'est la tristesse. Chavirement d'une barque sur le lac Aimé, Bopa pleure, une douzaine de morts. L'information est à lire en manchette du quotidien Fraternité du mardi 6 août 2019. Le drame s'est produit le lundi 5 août aux environs de 17 h. L'incident est dû à une surcharge de barque. Le télégramme parle de 4 personnes sauvées sur les 17 qui se trouvaient dans cette barque. Elles sont aux soins au centre de santé de Comé. La presse du jour relate la visite de 3 ministres du gouvernement qui se sont rendus au chevet des familles éplorées au lendemain du drame. Loin du drame et du deuil, la presse du jour annonce l'assainissement et la réhabilitation des plans d'eau du Bénin. Les espèces halieutiques des lacs Aimé et Nokoué seront bientôt sauvées. Le Progrès précise que toutes les dispositions techniques et humaines ont été prises pour la réalisation de cette opération plus de 2 ans après l'adoption du décret portant assainissement des plans d'eau. Les prestataires recrutés sont chargés d'enlever les engins prohibés qui inondent les cours d'eau. Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latoundji plébiscité à la tête de l'Union. À la page 11 de sa parution du lundi 5 août, le quotidien de service public La Nation présente le bureau exécutif de l'UPMB 6e mandature. Fin de cette revue de presse, merci et à bientôt. Merci à vous, Amandine Agnamoussou. Et la transition est toute trouvée pour installer le plateau décryptage. On parle du secteur des médias et notamment de la viabilité des organes de presse. Vous
Vous le savez, lorsqu'on parle de la presse au Bénin, c'est généralement pour évoquer la liberté dont elle ne bénéficierait pas encore. On évoque très souvent les cas d'arrestation dont les journalistes sont parfois victimes. Mais l'on fait très souvent fi des difficultés inhérentes à la gestion d'une entreprise de presse. Au Bénin d'ailleurs, les organes de presse se créent mais n'arrivent pas toujours à vivre et à survivre dans le temps. C'est le sujet dont on discute dans le décryptage. Et avec moi sur ce plateau, Armel de Soukago, journaliste à BB24. Bonjour Armel. Bonjour Ivaïs. À côté de Armel, nous recevons la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Lakmoudi. Bonjour Zakiat. Bonjour Ivaïs. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir. Alors Zakiat, le mal dont souffrent la plupart des médias au Bénin, c'est la rentabilité. Tous, ou même presque tous, tirent le diable par la queue. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? C'est une triste réalité aujourd'hui parce que si vous décidez d'aborder ce sujet, c'est certainement vu un peu l'actualité dans le pays avec la détresse qu'on note au niveau des organes de presse et directement des employés des organes de presse. Mais il faut juste noter que malheureusement, c'est des situations qu'on rencontre dans le secteur privé, au niveau des médias du secteur privé, certainement pour plusieurs raisons, notamment la question de la rentabilité des productions. Est-ce que les différentes productions permettent aux organes d'avoir des ressources financières et de subvenir aux charges? Parce qu'un organe de presse, c'est de lourds moyens. Donc, derrière, on a probablement des promoteurs qui sont peut-être des milliardaires, dites-le. Bon, est-ce qu'on va dire des milliardaires? En tout cas, il y a des promoteurs qui ont quand même une situation financière assez agréable, qui décident d'investir. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de cet investissement-là? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour accompagner tout ce qui est investi? Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut dire autour de ça, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est face à une difficulté. On constate qu'il y a des médias qui sont en train de fermer, mais ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui est bien longtemps, qui date de bien longtemps, mais qui commence à prendre beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui, qui ne concerne pas seulement les médias que nous savons qui sont en train de fermer aujourd'hui. Donc peut-être que dans les jours à venir, on va assister encore à d'autres fermetures. Alors Armel, Zakiat le dit, c'est un problème qui date depuis très longtemps. Il y en a qui pointent également du doigt la question de l'environnement qui serait très peu favorable à l'essor des médias au Bénin. L'environnement fait quoi? Je pense que nous avons un réel problème au Bénin. Nous ne posons pas bien les diagnostics. Okay. Et lorsque vous posez les diagnostics, vous comprenez... Non, j'en viens. Lorsque vous posez bien les diagnostics, vous comprenez que le problème n'est pas seulement au niveau du privé, mais le problème aussi au niveau du public. Parce que quand tout le monde parle de Canal 3, personne ne parle de l'ABP. L'ABP, ça devient quoi? Le problème est global. Et tant que nous n'allons pas comprendre que c'est un problème global et nous allons nous mettre ensemble, que ce soit du public ou du privé, et défendre nos droits ensemble, que ce soit les droits du privé ou du public, on va toujours échouer. Lorsqu'on aura toujours des associations, nos fêtières qui vont toujours sortir des entrailles de la messe. Vous savez de quoi je parle quand vous êtes du milieu, vous comprenez ce que je dis. Dites-le clairement. Non, mais si vous voulez, je n'aurai pas peur de dire les choses. Tant qu'il y aura des gourous qui auront toujours leurs mains sur la presse. Parce que ce que vous constatez aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez des journalistes qui vivent dans la précarité totale. Et c'est l'un des problèmes, ça pose le problème de la viabilité, de la qualité de la presse. Et le problème de la qualité de la presse revient encore sur le problème de la viabilité. Et donc, je reviens à ce que je dis, tant qu'il y aura des journalistes dans la précarité totale qui sont dans une sorte d'esclavage à double niveau, c'est-à-dire ce sont les esclaves des gourous qui sont les esclaves des politiques, nous aurons toujours le même problème. Mais pourquoi est-ce que les gourous peuvent-ils se permettre je vais d'abord poser le diagnostic. Le problème se pose, je le disais, au niveau du public qu'au niveau du privé. Au niveau du public, on constate qu'on sauve les meubles, c'est-à-dire vous avez des agents qui sont payés par l'État. Et à partir de ce moment, tout le monde dit que ça va bien. Mais une presse, ce n'est pas comme ça. Personne ne peut vivre son métier dans l'esclavage. Le métier de journaliste on ne peut pas vivre le métier de journaliste dans l'esclavage. Le problème qui se pose par exemple au niveau du public, le public aussi a des problèmes de financement. Ce qui fait que le public devient le machin des politiques. Et donc le problème se pose, les organes publics aujourd'hui, que ce soit la Nation ou l'ORTB, ce n'est pas des organes qui sont des entreprises viables. Mais alors, pas du tout. Et donc, le problème se pose à ce niveau.
le problème se pose au niveau du privé. Et lorsque je viens au niveau du privé, comme je l'ai dit, nous sommes dans un système de double esclavage. C'est-à-dire que vous avez la majorité des journalistes qui travaillent pour une petite minorité, qui sont des commerçants véreux, mais qui ne sont pas venus en tant qu'opérateurs économiques dans le métier, mais qui sont venus dans le journalisme qui sont venus dans la presse en tant que journalistes et qui ont su manipuler comme ils ont pu, que ce soit les politiques, que ce soit leurs esclaves, et ils sont devenus des riches. Ils ont toujours gardé les entreprises de presse dans la précarité. Et vous constatez que la plupart de ceux qui sont devenus riches, c'est des gens qui investissent dans d'autres choses et qui ont des entreprises par ailleurs, mais les entreprises restent toujours des entreprises non viables. Vous constatez que les travailleurs sont toujours dans la précarité totale. Alors, et donc, Amerle, vous avez posé le diagnostic. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens qui ne sont pas du secteur peuvent se permettre aujourd'hui de créer des entreprises, d'y mettre les moyens comme ils veulent, mais qu'en retour, ils en bénéficient seulement à leur compte? Ce problème se retrouve au niveau de la législation. La législation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de tailler des lois, on est en train de tailler des lois pour mieux museler la presse, mais il n'y a aucune loi qui va dans le sens de pouvoir sauver les entreprises de presse, de pouvoir viabiliser. Et donc, ce qui préoccupe ceux qui fabriquent les lois, puisque c'est les politiciens, c'est comment faire pour museler la presse qui fait leur problème. Et vous constatez que c'est des lois liberticides qui ont été votées contre la presse, mais vous ne voyez nulle part. Il y a eu l'état général de la presse, mais de ces états généraux-là, on est là, on attend, mais depuis qu'on a constaté qu'il y a état général, vous constaterez avec moi que la situation de la presse ne s'est pas améliorée pour autant. Bien au contraire, il y en a qui sont suspendus, il y en a qui ne vivent plus. Et donc, le problème se pose à ce niveau-là. Alors, Zakiat, Armel a posé un diagnostic. Il trouve qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées, mais qui ne permettent pas la viabilité des organes de presse. Au contraire, les lois sont votées plutôt pour les endoctriner. Vous êtes la présidente de l'Union des professionnels des médias. Avant de répondre à cette question, effectivement, nous avons des défis. Et comme je m'amuse à le dire depuis quelques jours, les défis ne seront pas atteints sans chacun d'entre nous. On ne dira pas simplement, oh, d'accord, nous avons une fêtière, nous avons une union, il y a une présidente à la tête, il y a des membres dans ce bureau. Mais si après, chacun va croiser les bras, dans 3 ans, à la fin de cette mandature, on se retrouvera en l'état sans vraiment avancer. Et donc, moi, j'estime que c'est une entreprise qui est commune et chacun d'entre nous devrions vraiment jouer notre partition pour arriver à régler les problèmes et améliorer les choses. Maintenant, je voudrais intervenir un peu par rapport aux propos de Armel. D'accord, nous sommes dans une situation où le problème se pose aussi bien au niveau de la presse publique que de la presse privée. Mais je crois que du point de vue de la presse privée, c'est une gangrène, c'est un véritable problème et aujourd'hui on voit quand même que la plaie a complètement pourri. On ne peut pas vraiment sauver les meubles. On peut sauver les meubles, il n'y a pas de problème sans solution, mais personne ne viendra d'ailleurs pour nous trouver les solutions à nos problèmes, donc il faudrait déjà que nous-mêmes on prenne conscience. Mais je veux vous faire remarquer aussi que les questions qui relèvent des entreprises de presse sont plus du point de vue du patronat, relève de la responsabilité du patronat et que l'union, c'est pour les professionnels des médias. Et de la même manière, si une entreprise ne se porte pas bien, c'est que les employés de ces entreprises-là ne vont pas bien. Voilà un peu ce qui nous engage à notre niveau en tant qu'employés travaillants personnels de ces entreprises de presse, puisqu'aujourd'hui, si une entreprise de presse décide de fermer, d'accord, le promoteur, il est tranquille dans son coin parce qu'il n'arrive pas à rentabiliser son investissement, mais en retour, c'est nous autres personnels de ces entreprises qui n'avons plus notre job, qui perdons notre job. Moi, je crois qu'on peut sauver les meubles. Sauver les meubles, c'est de voir un peu qu'il y a une situation. Si un homme, un opérateur économique ou une personne, fût-il politique ou non, a les moyens d'investir dans la création d'un organe de presse, il s'agira après de mettre à la tête des personnes qui peuvent véritablement gérer l'organe de presse pour faciliter un peu les choses. Donc, au niveau de ces organes, il faut penser à un vrai système de management qui permet vraiment de bien gérer. Parlons de ce système de management. Vous le savez, comme moi, que la plupart des entreprises de presse béninoises bénéficient, s'il faut dire bénéficient. Il y a souvent une gestion centralisée et personnalisée de ces entreprises. Le patron ne veut pas déléguer ses pouvoirs. Oui, mais justement, on fait face aujourd'hui
aux limites de cette manière de faire. Cette manière de faire a montré qu'on n'avance pas. Et là, c'est plus un secret pour personne. Tout le monde constate que faire les choses de cette manière-là ne nous amènera absolument pas à avoir de bons résultats. Donc aujourd'hui, à un moment donné, les associations de presse avaient organisé des formations pour les patrons des entreprises de presse sur le management des entreprises de presse. Parce qu'il faut reconnaître qu'une entreprise de presse, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Et donc, il y a quand même une façon de gérer une entreprise de presse. Et nous avons eu des patrons qui ont participé à cette formation-là durant un bon moment. Donc, théoriquement, c'est des gens qui disposent quand même des connaissances, des compétences, de l'expertise nécessaire pour gérer une entreprise de presse. Et ils doivent pouvoir mettre aujourd'hui ces acquis au profit de ces entreprises-là qui sont en train de tomber tout doucement, là. Alors, Armelle, gestion personnalisée, centralisée, caractère pléthorique des organes de presse au Bénin, parce qu'il ne faut pas l'oublier également, tout ça empêche la publicité. D'abord, comme vous le dites, il faut une organisation, il faut une meilleure organisation dans tout le lot. Et je voudrais rebondir sur ce que la présidente disait tout à l'heure. Le problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus un problème des professionnels que des patrons. C'est vrai que c'est eux, les propriétaires des entreprises, mais c'est nous qui nous retrouvons en chômage après. Et donc, c'est beaucoup plus notre problème. Et si nous ne comprenons pas comme ça, on ne pourra pas faire le boulot. Et comme l'a souligné tout à l'heure la présidente, c'est le lieu de le souligner. Si les gens doivent attendre qu'à la fin des mandats, que des gens qui veulent être présidents de l'UPMBQ après eux pour leur dire, bon, payer les cotisations, ça ne va jamais marcher. Il faut que nous militons dans les fêtiers. Parce que c'est l'un des problèmes aussi. Si nous voulons que les choses changent, que tout le monde aille militer au niveau des fêtières, par exemple à l'UPMB, pour dire, bon, nous voulons que les choses changent, qu'est-ce qu'on fait? Et que le combat soit le combat de tout le monde. C'est d'abord la première chose. À partir de là, on pourra dire caractère pléthorique, comment est-ce que nous faisons pour recaser tout le monde. Et l'autre chose, il faut que nous menons la bataille du contenu. Vous vous rappelez, en 89, je crois en décembre 89, Kérékou disait, et vous vendez vos journaux comme des bouts de pain, c'est parce que vous mentez. Il parlait de la qualité. Soglo a parlé d'écrivaillon. La dernière fois, pour l'installation de la RAC, le chef de l'État parlait d'amateur vénal. Et donc, vous comprenez que ça suit. Et le problème, tant que nous n'allons pas poser le problème clairement à ce niveau-là, on sera toujours en difficulté. Vous constatez que c'est ceux qui font bien. C'est vrai qu'ils sont aussi en difficulté, mais vous constatez tout au moins que eux, tout le monde les lit. Et quand il y a des publicités, spontanément, les gens vont vers eux. Vous pouvez leur demander ceux qui mettent un peu du sérieux dans le contenu. J'ai rencontré un politicien la dernière fois qui disait, moi je n'ai jamais eu peur des journalistes quand je vais à un point de presse parce qu'il n'y a personne qui peut vous poser des questions pertinentes. C'est récent, hein, il y a 2 semaines seulement, un ancien président de l'Assemblée nationale qui disait le truc. Et il dit, nous n'avons même pas conscience de notre puissance. Pour moi, pour régler le problème, d'abord il faut réorganiser les choses. On ne peut pas aller en journalisme comme si c'était un moulin. Il faut réorganiser les choses. La deuxième chose, il faut essayer de voir au niveau du contenu, quel travail il faut faire au niveau du contenu. La question de la publicité, il faut réglementer la question de la publicité. Et la réglementation de la question de la publicité revient maintenant, et c'est pourquoi je dis que le problème est global. La question de la publicité maintenant revient au financement de la presse publique. L'ORTB ne peut pas absorber tout ce qu'il y a comme publicité pendant que l'ORTB est censé, je dis bien censé, je pèse mes mots, est censé avoir des ressources de l'État. Est-ce que les ressources que l'État donne suffisent à l'ORTB? L'ORTB, la nation. Lorsque vous prenez la presse publique dans les autres pays, la presse publique est entièrement et totalement financée, il y a un budget autonome. Lorsque vous partez de là, vous réglementez maintenant la publicité, vous dites, ORTB, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour fonctionner, vous ne pouvez plus prendre toutes les publicités. Nous allons essayer de répartir selon l'audimat ou selon l'accès, selon l'audimat de tout un chacun. Nous allons répartir maintenant la publicité. La nation et l'ORTB ont réparti et les privés qui sont plus performants, de plus en plus performants, reçoivent ça. Maintenant, en ce qui concerne l'aide à la presse privée, moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait l'aide à la presse privée, mais pas de cette façon-là. Que ce soit, l'aide à la presse privée peut être une compensation. Pour payer, par exemple, on peut voir, pour payer les allocations pour les agents, parce qu'on sait que les privés ne le font pas. Et donc, très peu de privés le font. Très peu de privés le font, pour payer, par exemple, les allocations, pour payer, par exemple, les impôts, et l'aide, ça ne va plus directement dans leur main, mais ça permet de les soulager sur ce plan-là. Et lorsque vous faites ça, vous allez essayer de... Mais surtout sur la bataille du contenu, je crois que ça, c'est très important.
le journalisme, et comme le disait Pierre Auchan, ne doit pas être le refuge des délinquants ou le refuge des chômeurs. Alors, Zakiat. Alors, pour peut-être rapidement par rapport à ça, la bataille du contenu, je suis entièrement d'accord, et surtout qu'aujourd'hui, avec le numérique qui est là, il faut qu'on améliore les contenus. Améliorer les contenus, ça passe par la qualité de la personne qui produit elle-même, donc la question de la formation, la question du respect du code d'éthique et de déontologie. Donc voilà autant de chantiers sur lesquels on peut faire. Mais vous faites quoi? On peut travailler. Vous faites quoi d'un journaliste qui est bien formé, qui peut faire un travail de qualité, mais qui se retrouve dans un organe qui ne lui paye pas son salaire comme cela se doit? On revient alors à la question du management des entreprises de presse, du modèle économique pour les entreprises de presse, de la gestion de la publicité, et qu'il faudrait qu'entre le public et le privé, on essaye de faire les choses de façon un peu plus équitable. Alors, la limitation de la part du marché publicitaire, et ça, c'est très important entre le public et le privé. Et par la suite, en parlant de l'aide de l'État à la presse, on a fait l'expérience du modèle classique de l'aide de l'État à la presse. On a vu ses limites aussi, et depuis quelques mois, je vais dire, il y a un nouveau système autour de la question de l'aide de l'État à la presse avec la création du FADEM, le Fonds d'appui au développement des médias. Il ne s'agira plus de rester dans le modèle qu'on connaît, qui n'a véritablement pas marché, mais d'aller vers des subventions conséquentes pour les organes de presse à la base de critères bien définis et de production de qualité. Alors, Zakiat, vous savez, sous d'autres cieux, en Europe par exemple, on encourage les États à mettre en place un régime d'imposition favorable, des dispositifs de soutien financier et même la possibilité pour les organes de presse de fonctionner sous forme d'organisation à but non lucratif. Vous pensez que cela pourrait être implémenté chez nous ici? Mais pourquoi pas si ça se fait ailleurs? Je crois qu'il faut qu'on fasse un bon plaidoyer autour de la chose, puisqu'au début, je vous ai dit, nous sommes, on parle d'entreprise de presse, et une entreprise de presse a ses particularités. On ne peut pas gérer une entreprise de presse, on ne peut pas accompagner une entreprise de presse de la même manière qu'on accompagne les autres formes d'entreprises. C'est un chantier que vous avez devant vous, hein, c'est sûr qu'on va y arriver ensemble. Alors, Armel, je suis entièrement d'accord pour une imposition particulière parce qu'une entreprise de presse n'est pas une entreprise ordinaire. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais quitte à les faire des entreprises comme des associations non gouvernementales, je suis entièrement contre parce que d'abord, lorsque vous êtes dans un pays où le budget est essentiellement fiscal et que vous constatez que les patrons de personnes des milliardaires, vous ne pouvez pas souscrire à ce genre de choses. Je crois que politiquement, ce n'est pas viable. Du point de vue gouvernance, ce n'est pas normal. Mais, parce qu'il faut être sérieux, d'une manière ou d'une autre, si nous réorganisons très bien notre presse, on peut ne pas engranger beaucoup de ressources, mais je crois que les entreprises peuvent être viables. À partir de ce moment, je suis d'accord qu'on essaie de revoir l'imposition. Je suis d'accord qu'on fasse une situation particulière. Parce que, et comme je reviens sur le débat de l'ORTB, par exemple, dont j'ai été un peu proche d'un dossier, et j'ai compris, par exemple, que les gens veulent faire de l'ORTB, par exemple, depuis qu'on veut transformer l'ORTB en société anonyme. J'ai entendu dire que non, il faut appliquer les tests de l'OHADA, mais je dis, ça relève d'une naïveté totale et d'une cécité intellectuelle pas possible. On ne peut pas dire que l'ORTB va fonctionner comme une société ordinaire, ce n'est pas normal. Et cela est valable pour les entreprises de presse privées. Je pense que si nous voulons avoir une presse responsable, si nous voulons avoir une presse qui participe au développement de l'État, et ça, nous ne le comprenons pas. La presse participe énormément au développement. Nous-mêmes, nous ne le savons pas. Et ceux qui sont censés nous utiliser ne le savent pas aussi. Si nous voulons un État civilisé, nous voulons un État responsable, nous devons avoir aussi une presse civilisée, responsable. Et merci Armel. Tous nous devons travailler pour ça. Merci beaucoup Armel Dosoukago. Je rappelle que vous êtes journaliste à BB24. À vos côtés, nous recevions la présidente de l'Union des professionnels des médias, Zakiat Latouni. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. On poursuit à présent avec le dossier de la semaine. La Tabaski, on en parle, c'est ce jour, un jour qui correspond donc à un pic
drastique de la consommation de la viande de mouton. La tabaski constitue ainsi un objectif stratégique pour les éleveurs, les marchands et de plus en plus pour tout un ensemble d'acteurs économiques qui se déploient dans l'élevage, le commerce des animaux et dans une multitude d'activités connexes. On assiste au développement d'une véritable économie de la tabaski. Et c'est le sujet de ce plateau dossier de la semaine. Mais avant d'installer notre invité, suivons cet élément témoin. Des moutons, il en existe en quantité suffisante pour célébrer la fête de la tabaski si vous êtes à Cotonou et environ. Mais attention, conformément aux écritures du Saint-Coran, selon l'imam, toutes les bêtes ne sont pas acceptables pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Il faut faire le choix de sa bête. Ça ne doit pas être une bête borgne, ça ne doit pas être une bête boiteuse, elle ne doit pas être aveugle ou borgne, on a dit, elle ne doit pas être maigre également ou malade, ou alors avec des cornes cassées. Donc, une bête en forme, parce que lorsqu'on veut offrir à Dieu, on offre ce qui est bien, parce que Dieu nous fait beaucoup de bien également. Au marché à bétail du quartier Vaudjet, les vendeurs font de bonnes affaires. J'ai vendu beaucoup. Un seul mouton, il y a combien? Bon, un seul mouton, il y a un mouton pour 40 000. Il y a un mouton pour 50 000, il y a pour 35 000 aussi. Il n'y a pas mouton pour 20 000, 15 000? Il n'y a pas mouton 15 000, il n'y a pas mouton 20 000. Les enclos sont garnis de moutons. Pourtant, l'équation des prix d'achat est difficile à résoudre. Tu es venu au marché pour payer combien de moutons? 2 moutons. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit de payer 100 000. Pour quel mouton? Ça, les deux là. Ça. De payer combien? 100 000, les deux là, 200 000. Et qu'est-ce que tu as dit? Il y a des boîtes qui sont 10, ils ont refusé. Ils ont de payer 80, ils ont dit depuis 75, les deux là, 120 000. 150 000 plutôt. C'est beaucoup pour toi? On est obligé de tuer. Comme c'est la fête, une fois en passant. Mais vous faites sortir l'argent, on va voir. On n'a pas fini d'abord. Si on finit, on va payer. Ne pas avoir les moyens financiers pour acheter un mouton le jour de la tabaski n'est pas passible de peine. C'est une recommandation religieuse, certes, mais pas obligatoire. L'immolation de la bête, c'est pour ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, ce n'est pas du tout une obligation. Il n'y a pas de contrainte à l'islam. C'est dit clairement dans le Saint-Coran. Tout tient compte de nos conditions, de nos moyens, de nos possibilités, de nos capacités. Bonne fête donc à tous ceux qui passeront au marché à bétail pour s'offrir un mouton, qu'Allah reçoive aussi les prières de tous les musulmans. Vous l'avez compris, on parle de l'économie de la tabaski. Et l'invité sur ce plateau, c'est l'imam Abdoul Jalil Yessoufou. Il est l'imam de la mosquée de Aïdjedo. Avec lui, nous allons décortiquer cette économie qui entoure la fête de la tabaski. Bonjour imam. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avec moi, pour m'accompagner sur ce plateau, lui, il s'appelle Patrick Adjabodjou. Bonjour Patrick. Bonjour, Uvaïs Balogun. Et ce matin? Ça va très bien. La fête de Tabaski, elle se passe bien? Très bien, très bien. Et nous souhaitons déjà bonne fête à tous les fidèles musulmans. Exactement, et nous parlons de l'économie de la Tabaski, l'économie que génère la célébration de la Tabaski. Et ce dimanche, c'est un jour de fête pour tous les musulmans. La Tabaski est une fête centrée généralement autour du sacrifice du mouton, mais pas généralement. Première question à notre invité, Imam Abdoul Jalil Yessoufou. Comment s'y prend-on quand on est fidèle musulman pour acheter un mouton qui est à sa portée financière? D'abord, c'est qu'il faut économiser. Ouais. Et mettre l'argent du mouton de côté. Il y en a, je vous avoue, qui passent toute l'année à économiser. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Et c'est à la veille qu'ils vont défaire leur caisse. Et là, c'est peut-être l'occasion pour les structures de finances de bien vouloir penser à cette grande fête qui est d'ailleurs la plus grande de la communauté musulmane,
pour que cela soit mieux organisé. Pour ceux qui vivent au quotidien, et donc ils vont à la recherche des moyens pour se faire acheter du mouton, et ce qui n'est pas aussi souvent disponible. Vous savez que ces moutons viennent de l'extérieur. Tout à fait. Et alors que le climat quand même chez nous est favorable. Et je pense que vraiment vous avez choisi un bon terme et il faut qu'on en parle. Et dites-nous, quand je suis fidèle musulman et que j'économise, j'épargne de l'argent à côté et que c'est le jour de la Tabaski, je fais un tour dans les cheptels, quel type de mouton je peux acheter? Oui, il faut dire que ce n'est pas le jour même parce que le temps est court. Il faut le faire bien avant. Très bien. Et donc, aujourd'hui, il faut se rendre d'abord au marché. Et quels sont les types de cheptels? Vous avez d'abord les moutons. Vous avez, à défaut des moutons, vous avez les chèvres. Et puis viennent après les bœufs et puis les dromadaires. Et donc, voilà, on a 4 catégories de bêtes et d'animaux qu'on peut sacrifier. Vous avez au premier rang, c'est d'abord le bélier. Le bélier. Parce que cela, c'est pour imiter tout simplement le prophète Abraham, qui, suite à une recommandation divine, a voulu sacrifier son fils. Mais au finish, il a été remplacé par un bélier. Et donc, en imitant cela, il faut d'abord le bélier, c'est-à-dire un mouton. Et c'est quand on n'a pas les moyens où cela se fait rare qu'on vient maintenant aux chèvres. Et il faut ajouter également qu'il faudrait que tout cela observe, respecte certaines exigences. Il y a d'abord l'état de santé de l'animal qu'on veut sacrifier. Et il y a son âge. L'âge, c'est quoi déjà? L'âge pour le mouton, c'est 6 mois révolus. Et forcément. Quand le mouton a moins de 6 mois, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Très bien. Et pour la chèvre, il faut forcément, je pense, 2 ans révolus. Et pour le bœuf, c'est-à-dire les dromadaires, il faut les chameaux, je voudrais dire, il faut 5 ans révolus. Et donc, parce que tout cela, vous savez, ça observe une économie donnée, parce qu'il faudrait que c'est-à-dire le disponible puisse se procréer pour pouvoir donner encore d'autres, c'est-à-dire bêtes et animaux. Il faut perpétuer. Et donc c'est pour cela que la charia, et cela, ce n'est pas inventé. C'est depuis plus de 1400 ans que le prophète Mohammed avait déjà exigé tous ces trucs-là pour que ça puisse continuer de façon rituelle. Voilà. Et dites-nous, cher imam, nous savons aussi que les moutons mis en vente sur le marché du Bénin proviennent souvent des pays sahéliens, comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et qui coûtent très cher par rapport au pouvoir d'achat du Béninois, c'est-à-dire du musulman, tout simple, pour ne pas dire musulman lambda. Et qui fixe le prix des moutons sur le marché? C'est une nébuleuse, comme on le dit, comme vous le savez. D'abord, il y a le transport qui coûte cher. Et c'est pour cela qu'il faut encourager l'élevage local. Ça, c'est important. Il faut qu'on en arrive. Et je pense qu'au niveau de l'Union islamique du Bénin, et en tant que secrétaire général, il est quand même, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que, au fil des années, nous puissions quand même régler définitivement ce problème. Donc si on se comprend actuellement, ce sont les commerçants, ce sont les vendeurs eux-mêmes qui fixent à volonté leur prix. Bien sûr. Et qui les soumettent. Ça se discute sur le terrain. Il y a d'abord les commerçants, mais il y a trop d'intermédiaires également. Et tous ceux-là, ils font leur business sur le terrain. Et c'est sans compter également les taxes. Et peut-être que c'est l'occasion pour en parler, pour que nos autorités aussi voient ce côté-là.
et pour contribuer, parce que lorsque le musulman sacrifie, c'est pour le bonheur de tout le monde. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a la prière, il y a la prière, il y a les doléances, il y a les recommandations. Exactement. Donc, je crois que pour cette période de 2 ou 3 semaines, tout le monde peut bénéficier de cette grâce. Alors, Imam, vous permettez, vous le disiez tantôt, vous êtes le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Alors, il se pose une question qui est très importante. La régulation des stocks de moutons et des prix. Oui. Normalement, cela devrait être du rôle de l'Union de fixer cela. Tout à fait. On a un ministère du Commerce. Oui. Et il ne faut pas occulter, peut-être en collaboration avec tous les services compétents. L'Union islamique du Bénin pourra jouer. Mais quand vous ne possédez rien, c'est difficile parce que, comme vous le dites, tous ces animaux viennent de l'extérieur. Et donc, on devrait également essayer de voir, de réguler un peu l'arrivée des moutons de l'extérieur. Tout à fait. Je pense qu'un travail est en train d'être fait, mais c'est purement sur le plan environnemental. On interdit l'entrée des moutons déjà dans la ville de Cotonou. Et c'est depuis hier qu'il faut récupérer les bêtes. Ça, là aussi, ça vient pénaliser aussi les bénéficiaires, les consommateurs. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui doit quitter Porto Novo pour aller jusqu'à Zé, et il met presque la moitié déjà du prix du mouton dans le transport. Et ce qui vient vraiment réduire la chance de chaque musulman à se faire avoir au moins un bête à immoler, une bête à immoler le jour. Nous n'allons pas dire que les musulmans n'ont pas la chance d'immoler le jour-là leur bête. Oui. Nous allons prier davantage que la communauté musulmane et l'État puissent s'entendre ensemble pour voir les mesures de facilité pour que le musulman ait son mouton comme cela se doit. Oui, il faut souligner ici la dérogation. Et il y en a certains qui ont reçu quand même des dérogations. Et c'est à l'actif, bien sûr, des représentants du gouvernement et qui ont permis à certaines ONG quand même qui viennent soutenir les démunis à faire déplacer ces bêtes-là pour leur permettre également de passer de bons moments de fête. Ivaïs Balogou, vous me permettez, j'ai 2 questions à mon invité rapidement. Et combien peut coûter la célébration de la Tabaski pour un fidèle musulman moyen? Aujourd'hui, ce n'est pas statique, ce n'est pas fixe, ça bouge. Cette année, par exemple, ça dépend, c'est selon les moyens aussi. Mais j'ai constaté que cela passe d'environ 35 000 francs à 300 000, à 400 000. Donc vous, Imam, vous avez déjà, je ne dirais pas un mouton, vous avez acheté beaucoup de moutons déjà. Beaucoup non, mais je pense que le mouton que l'imam immole, c'est au nom de toute la communauté musulmane. Et donc, je pense que c'est déjà attaché. Le jour de la Tabaski, dans les familles musulmanes, la consommation de viande atteint des pics exceptionnels. Et c'est le moment propice pour des fidèles musulmans de partager cette viande avec d'autres proches à eux. Et quelle est la signification de ce geste ? La fête de la Tabaski, c'est une fête également de partage et de solidarité. Et c'est pour éviter une consommation excessive de la viande qu'il est prescrit dans l'islam de partager la viande en 3 parties. Vous voyez, il y a une partie qui reste pour la famille. Et une partie pour les amis, et une partie qui est réservée aux pauvres. Et là, quand on parle de pauvres, c'est le lieu de profiter de votre micro. Et les gens font beaucoup de confusion. On pense que c'est en donnant à des amis qui viennent vous rendre visite qu'on est déjà en train de faire le partage. Mais il faut sortir forcément la part du pauvre, parce que ce jour-là, tout le monde est appelé à être en joie.
Et c'est dans le partage que cela se passe. Alors, Imam, vous permettez, durant la Tabaski, il y a d'autres activités connexes, des activités connexes qui se développent. On a, par exemple, la vente des accessoires. Vous savez, là où on vend les moutons, il y a ceux qui vendent des couteaux, il y a ceux qui vendent des cordes. Oui, c'est pour vous dire que c'est une filière et qu'il faut forcément prendre ça en considération. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que le jour de la Tabaski, pour ceux qui reçoivent la viande, ça leur permet aussi d'économiser le jour-là, parce qu'au lieu de manger autre chose, ça leur permet de mettre l'argent de côté. Et je pense que c'est formidable et que ce n'est pas seulement une fête musulmane, mais c'est... Je pense que... C'est une fête presque nationale. Presque nationale. Et vous parliez tout à l'heure de filière. La Tabaski, au-delà d'une fête, c'est une filière qui génère de l'argent. Beaucoup. Est-ce qu'il existe des opportunités d'affaires quand on prend la fête de la Tabaski? Est-ce qu'il existe des opportunités d'affaires pour des commerçants? Ah oui, et comment d'ailleurs? Ça leur permet d'abord d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et aussi, ça permet à l'État, je veux parler au niveau communal, local, qui reçoivent peut-être des taxes, et les transporteurs qui se font aussi le chou gras pendant cette période, et j'en passe. Et donc, les vendeurs qui augmentent les prix, les revendeurs, les bouchers, ceux qui apportent à manger aux animaux, il y a ceux qui lavent également et qui mettent au propre les animaux, parce que souvent ils viennent entassés dans un camion sale. Donc, il faut les remettre dans de très bonnes conditions pour pouvoir... Je parlais tout à l'heure de l'état physique de l'animal, parce que si l'animal ne présente pas un aspect attrayant, c'est que le musulman ne va pas l'acheter, parce qu'il faut que cela soit exempt de certaines maladies et que l'aspect quand même soit un bon aspect. Et l'autre chose aussi, c'est les coiffeuses, les couturières, les couturières. Ah oui, vous m'en parlez là. Donc, les vendeurs de basins, de tissus africains. Parce que c'est un marché qui se crée. Et les pure water, tout ça là, tout le monde tourne autour. Et je crois que l'idée d'en faire un grand marché est Azer, et je crois que c'est une bonne idée. Et ça, il faut le saluer. Et bon, c'est vrai qu'on aurait souhaité que pendant la période des fêtes 2 semaines, qu'il y ait une sorte pas libéralisation, mais peut-être dans certaines zones qui sont concentrées, telles que Porto Novo, telles que Cotonou, et bon, qu'on érige des endroits contrôlés par toujours les mêmes responsables de ce grand marché de Zé. Il y a un acheteur qui me disait, parce que c'est une ONG qui me dit, mais Zé, c'est bon parce qu'il y a plus de sécurité. Vous savez, dans les années antérieures, c'était à Oodé, c'est plus proche du Nigeria, ça posait aussi de problèmes. Donc, il faut aussi assurer la sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette zone-là. Et peut-être avec le temps, pourquoi pas, de façon ponctuelle, et des banques peuvent s'installer tout autour pour pouvoir animer ce marché. Tout compte fait, c'est un marché perpétuel. Et chaque année que Dieu fait, les musulmans continueront toujours par fêter la Tabaski. Merci, Imam. C'est moi. Je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée centrale de Aïdjedo. Bien sûr. Monsieur Abdul Jalil Yessoufou. Et notre souhait à toute la communauté musulmane, une famille, un mouton. Merci à vous, Patrick Adiagbodjou, une famille, un mouton. Merci à l'imam Abdul Jalil Yessoufou, qui par ailleurs, en plus d'être imam d'Aïdjedo, est le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Merci. Avec vous, on a parlé de la Tabaski et on comprend aisément que la Tabaski offre des opportunités de revenus complémentaires à une large catégorie de la population, aussi bien urbaine que rurale. Et voilà, l'aventure Wikeko prend fin ici. Bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous, et à dimanche prochain.